Merci, Monsieur le Président. Excellences, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Donc, je vous propose d'examiner la question des diasporas vénézuéliennes et de leurs effets géopolitiques. Je vous rappelle que le concept de diaspora, c'est une notion qui recouvre des populations qui ne sont plus dans leur pays d'origine, mais qui conservent parfois des attaches familiales et de toute façon des sentiments forts vis-à-vis de leur pays d'origine. Bien sûr, au sens large, la diaspora concerne à la fois des personnes qui ont immigré et les descendants de ces immigrés, même si parmi les descendants de ces immigrés, certains peuvent avoir un sentiment diasporique plus important que d'autres, ou plus important à certaines périodes et moins à d'autres périodes. Donc je vous propose plutôt de le mesurer, cette importance des diasporas, à travers le concept d'immigrants, dans la mesure où l'on dispose d'estimations plus précises sur le nombre d'immigrants. Ce qui va me conduire donc à un exposé en 3 points. Le premier point, il est à mon sens essentiel, c'est-à-dire on parle beaucoup d'immigration dans tous les pays, beaucoup de pays dans le monde, mais on oublie qu'il n'y a jamais d'immigration s'il n'y a pas d'abord immigration. Donc l'immigration suppose d'abord de quitter un pays, et donc nous allons essayer de voir si l'on a des mesures du nombre de personnes qui auraient quitté le Venezuela ces dernières années. Deuxième point, l'étude donc de la croissance des immigrants et de leur géographie, c'est-à-dire où sont les diasporas vénézuéliennes. Et troisièmement, j'essaierai de résumer quelques effets géopolitiques qui seront évidemment soumis à votre sagacité et vous pourrez au cours du débat évidemment développer vos questions sur ce sujet. Alors, premièrement, l'immigration, elle est subodorée par l'évolution de la population du Venezuela. Bon, à cet égard, le Venezuela ne diffère pas fondamentalement de la France. Ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir des données relativement correctes, il faut des recensements récents, ce qui n'est pas vraiment le cas du Venezuela, mais ne soyez pas inquiets parce que la qualité des recensements français s'est plutôt détériorée ces dernières années. Et deuxièmement, il faudrait, dans l'idéal, avoir un dénombrement des personnes qui entrent dans le pays et qui sortent dans le pays. Bon, vous savez que ça n'existe pas en France, puisque notre ministre de l'Intérieur explique qu'il y a entre 700 000 et 900 000 immigrés en situation clandestine en France. Donc vous imaginez que le Venezuela ne fait pas mieux, ce qui n'est pas un reproche en la matière. Donc cette évolution de la population, je vous propose de l'examiner à partir des statistiques qui nous sont données par la division de la population des Nations Unies. Bon, ces statistiques, qui sont donc des estimations, nous disent d'abord que dans ces dernières années, on a bien eu une diminution de la population. Donc, dans la mesure où on sait que cette diminution de la population ne peut s'expliquer par un excédent des décès sur les naissances, puisqu'il y a au Venezuela plus de naissances que de décès, l'explication est forcément dans des flux migratoires sortants qui ont nécessairement été suffisamment importants pour engendrer une baisse de la population du Venezuela. L'autre indicateur qui nous est donné par les statistiques des Nations Unies, toujours en estimation, c'est l'évolution du solde migratoire du Venezuela. Donc vous voyez que dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, bon, l'ONU en gros nous donne un solde nul. En réalité, ce solde nul, il résulte de 2 éléments différents. D'une part, d'entrée au Venezuela, et dans cette période, il y avait pas mal d'entrées au Venezuela de Colombiens d'ailleurs, qui venaient trouver un travail au Venezuela, et de sortie de Venezuela pour des raisons qui peuvent être extrêmement diverses, mais donc l'ordre de grandeur est nul. Et puis, vous voyez que dans les années 2010, là, il y a effectivement un changement de dynamique dans le système migratoire du Venezuela, avec un solde migratoire extrêmement négatif, qui est un élément explicatif, évidemment, de cette diminution de population que nous avons vue tout à l'heure. Alors, comment l'expliquer? Le président l'a très bien résumé tout à l'heure. Nous avons divers éléments
négative sur la population du Venezuela dans les années 2010, des pénuries en matière alimentaire, des difficultés hospitalières qui se traduisent d'ailleurs certaines années par une augmentation du taux de mortalité infantile et par une baisse de l'espérance de vie, une hyperinflation, ce contexte pouvant créer des taux de criminalité relativement importants et des crises et politiques que je n'ai pas besoin de rappeler. Donc le résultat, il peut être résumé par cet article de presse qui a été publié en 2014 et qui s'appelle « Le Venezuela en crise, c'est l'Ukraine de l'Amérique latine ». Alors ça peut paraître étonnant par rapport au débat d'aujourd'hui, mais il faut préciser effectivement que l'Ukraine, depuis son indépendance en 1991, est un pays qui a connu beaucoup de difficultés et donc une très forte émigration, qui s'élève aujourd'hui à plus de 14 millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine, ce qui est tout à fait considérable. Donc vous voyez que le jugement qui est porté compte tenu de la situation de l'économie du Venezuela à ce moment-là, c'est une difficulté, pénurie, hyperinflation, crise politique. Et la comparaison est intéressante puisqu'en fait ces deux pays ont à cette période-là connu une forte émigration. Alors cette émigration, elle est liée à des raisons économiques, nous voulons le citer, elle est liée aussi à des raisons politiques, et par rapport à d'autres périodes, on peut penser à l'émigration de Cuba, même si elle a varié selon les années, l'émigration d'Ukraine, je viens de citer, de la RDA ou de la Grèce décolonnée. Donc clairement, nous avons eu un phénomène d'émigration massive, et cette émigration, elle a été rendue possible, notamment parce que les dirigeants du Venezuela, globalement, ont laissé les frontières ouvertes. Donc ils ont laissé la population quitter le Venezuela, celle qui le souhaitait, même si à certaines périodes, il y a eu quelques restrictions. Messieurs les ambassadeurs, vous connaissez par cœur cette histoire-là. Mais c'est très différent, si vous voulez, le Venezuela n'a pas eu l'attitude du Corée du Nord qui empêche les Coréens du Nord de sortir, l'attitude de Cuba certaines années qui empêchait les Cubains de partir, le rideau de fer, bien sûr, par exemple. Donc cette émigration, il nous faut maintenant la regarder dans son autre volet, c'est-à-dire quelle est l'importance des Vénézuéliens qui vivent à l'étranger et quelle est leur géographie, et c'est donc le deuxième point que je voudrais évoquer. Le premier élément, sachant qu'au sein de l'Organisation internationale des migrations, nous avons un organisme qui s'appelle R4V, qui essaie de tenir à jour le nombre de Vénézuéliens de l'étranger. Et vous voyez que ce graphique est extrêmement parlant, puisque les Vénézuéliens de l'étranger, qui étaient moins de 700 000 en 2015, estimés à un peu plus d'1,6 million en 2017, sont aujourd'hui, d'après les dernières données de l'OIM, estimés à 7,7 millions. Donc vous voyez une augmentation effectivement considérable des diasporas vénézuéliennes qui pèsent d'un poids donc significatif. Donc où sont allées ces différentes personnes? Voilà donc les statistiques qui nous sont données. Vous voyez près de 3 millions en Colombie, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est le grand pays le plus proche du Venezuela. Ensuite au Pérou, et là souvent c'est la Colombie qui a servi de pays de transit pour le Pérou, le Brésil, même si le Brésil à certains moments a essayé de fermer sa frontière, l'Équateur aussi, un peu moins de 500 000, le Chili, un peu moins de 400 000, et ensuite ce sont d'autres pays d'Amérique latine, mais un peu plus loin, je dirais, du Venezuela, donc Argentine, République dominicaine, Mexique, Panama, etc. Et au-delà donc de ces pays d'Amérique latine, il faut ajouter d'autres pays, et vous voyez que le chiffre des Vénézuéliens qui aujourd'hui habitent hors de l'Amérique latine est quand même élevé, puisque c'est 1 200 000 Vénézuéliens, ce qui n'est pas négligeable, qui se répartissent dans différents pays sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Alors voilà ce que donne donc la géographie. Bon, la géographie qui met en évidence cette proximité avec la Colombie. Bon, on a envie forcément, en regardant cette carte, de se rappeler l'histoire
de la Grande Colombie, qui couvrait à la fois la Colombie, le Venezuela et le Panama actuel. Hein. Et puis, bien sûr, les liens, je dirais, humains entre la Colombie et le Venezuela ont toujours été extrêmement importants au fil de l'histoire, sachant que les circulations migratoires ne se font pas nécessairement par les postes de frontières officiels entre ces différents pays. Alors, parmi toutes ces personnes, il est intéressant de noter que les pays qui ont reçu les Vénézuéliens ont été, je dirais, globalement, on peut considérer comme accueillants. C'est-à-dire qu'ils ont eu tendance à considérer que c'était des frères latino-américains qui arrivaient et qui méritaient d'avoir un statut spécifique. Et donc, parmi ces 7 millions 7 que j'évoquais tout à l'heure, nous en avons quand même 4 500 000 qui ont des permis de résidence ou qui sont dans des situations régularisées. Alors, ce qui est assez amusant, c'est le cas de la Colombie, puisque dans un premier temps, la Colombie avait donné des permis de résidence assez limités, ce qui fait que parmi les jeunes Vénézuéliens qui s'étaient rendus en Colombie, ils avaient intérêt à avoir un enfant en Colombie pour être sûr d'avoir un permis de résidence définitif. Ce qui fait que la première année, ils ont eu une certaine fécondité en Colombie. Et puis finalement, la Colombie assouplit son système de droit de résidence. Et donc, on a vu la fécondité des Vénézuéliennes en Colombie diminuer puisqu'il y avait moins d'obligations. Bon, c'est un phénomène qui n'est pas propre, évidemment, à la diaspora colombienne. On connaît ça en France, à Mayotte, en Guyane, par exemple, et aux États-Unis, avec les hispaniques. Alors, comment se répartissent ces Vénézuéliens qui ont un permis de résidence, donc qui, juridiquement, sont dans une situation stabilisée? Eh bien, nous retrouvons, disons, à peu près tous les pays que j'évoquais tout à l'heure. Simplement, vous voyez que dans cette liste, il y a quelques différences, dans la mesure où apparaît l'Espagne au 7e rang, avec 170 000 personnes, les États-Unis avec 122 000 personnes, ce qui ne veut pas dire que le chiffre réel n'est pas plus élevé, bien entendu. Donc, c'est 4 millions, plus de 4 millions de personnes au séjour régulier. Alors, parmi ces personnes qui ont quitté le Venezuela, certaines, dans le pays d'arrivée, ont déposé une demande d'asile. Cette demande d'asile, il y en a eu dans l'ensemble des pays concernés 1 200 000. Et aujourd'hui, sur ces 1 200 000, nous en avons 300 000 qui ont donc le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, donc qui a été reconnu. Alors, dans les demandes d'asile en attente, vous voyez que nous avons là aussi des ordres de grandeur qui sont encore différents des précédents, puisque arrivent en deuxième position les États-Unis derrière le Pérou, l'Espagne en 4e position, donc dans des situations un peu différentes, mais c'est vrai que l'application de la Convention de Genève ou les modalités de demande d'asile peuvent être différents selon les pays, ce qui est un élément explicatif des chiffres que nous voyons sur ce document. Alors, parmi les réfugiés reconnus, et là on voit bien les différences d'application des textes en matière de demande d'asile, eh bien c'est l'Espagne. C'est en Espagne qu'il y a le plus de réfugiés politiques au sens de la Convention de Genève venue du Venezuela, et derrière l'Espagne, le Brésil, puis ensuite les États-Unis. Donc toute cette évolution, ce sont des chiffres qui ne sont quand même pas négligeables, et il s'agit de réfléchir aux effets géopolitiques de ces diasporas vénézuéliennes, et c'est la mise en perspective des diasporas vénézuéliennes par rapport à d'autres diasporas qui nous permet de réfléchir à cette question. Le premier élément qu'il faut préciser, c'est que pour le Venezuela, il y a des avantages et des inconvénients. Je dirais le gros inconvénient, c'est que le Venezuela a perdu des ressources humaines.
D'autant plus que, bien entendu, ces émigrés qui ont quitté le Venezuela ont plutôt une composition par âge relativement jeune. Ce sont plutôt des jeunes actifs, parfois des personnes qui étaient plutôt des diplômés. Donc c'est une perte pour le Venezuela, comme l'est d'ailleurs le système migratoire français, où nous avons de nombreux diplômés de l'enseignement supérieur qui quittent chaque année la France pour d'autres pays. Est-ce que c'est positif pour le régime? C'est plus compliqué de répondre à cette question. Donc c'est sûr que ces personnes, on peut considérer qu'elles n'étaient pas forcément très favorables au régime. On peut le penser, même si ce n'est pas généralement le cas. Et surtout, ces personnes ne sont pas électrices au Venezuela. Or, c'est très important parce que, selon les diasporas, le fait pour les diasporas d'avoir un droit de vote peut modifier la situation. Nous venons de le voir avec la Turquie. Vous rappelez quand même que M. Erdogan avait été réélu président de la Turquie assez facilement, mais notamment parce que les diasporas turques, et notamment les diasporas turques en Europe, votaient massivement pour Erdogan au présidentiel. Là, nous venons d'avoir des élections locales en Turquie. Là, les diasporas turcs en Europe ne votent pas pour les élections locales en Turquie. Et vous avez vu combien M. Erdogan a perdu ces élections. Donc le rôle des diasporas est important. Je me souviens aussi, une année, le président de l'Uruguay a été élu uniquement grâce aux diasporas uruguayennes. C'est-à-dire qu'il était battu quand on avait fini de dépouiller les votes en Uruguay. Et puis quand les votes de l'étranger sont arrivés, ça a renversé le résultat. Nous avons eu la même chose il y a quelques années où le président roumain a été élu grâce aux Roumains de l'étranger. Donc c'est sûr que pour le Venezuela, dans la situation actuelle du moins, les 7 millions de personnes évoquées tout à l'heure ne sont pas électeurs au Venezuela, donc elles ne pèsent pas électoralement pour la prochaine élection présidentielle au Venezuela. On pourrait considérer aussi que, évidemment, dans la mesure où le Venezuela a perdu des habitants, la rente pétrolière est à partager entre un nombre d'habitants moindre. Et donc, ce qui est de nature, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, c'est ceteris paribus, comme on dit, de permettre un partage. Et puis, bien entendu, le Venezuela bénéficie des remises, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de ces Vénézuéliens de l'étranger qui soit se débrouillent pour envoyer de l'argent à leurs familles restées au pays, soit font des sauts de la Colombie vers le Venezuela pour apporter des biens, de la nourriture, de l'argent à leurs familles restées au pays. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la question des relations avec les États-Unis. Parce que clairement, nous avons bien vu que les États-Unis se sont beaucoup inquiétés de l'arrivée de Vénézuéliens sur leur territoire, et tout particulièrement le président Biden. Donc les États-Unis se sont trouvés contraints de négocier avec le Venezuela pour faire en sorte qu'il y ait moins de Vénézuéliens qui viennent aux États-Unis et pour essayer de renvoyer des Vénézuéliens aux États-Unis. Ce qui a donné un atout à M. Maduro dans ses négociations, enfin dans son absence en théorie de négociation avec les États-Unis, mais là les États-Unis se sont trouvés contraints de négocier compte tenu de leur objectif. Alors, au-delà du Venezuela, évidemment, il y a d'autres effets géopolitiques. Commençons tout simplement par les États-Unis. Chacun se rappelle les élections présidentielles aux États-Unis en l'an 2000, où George Bush Junior n'a été élu que grâce aux résultats de la Floride. Parce qu'effectivement, à l'époque, la Floride était un swing state. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et probablement ça le sera de moins en moins, dans la mesure où déjà la Floride comprend une très forte diaspora cubaine qui vote républicaine majoritairement et pas démocrate, et d'après les éléments que l'on a, la diaspora vénézuélienne en Floride vote aussi républicaine. Donc il est probable que la Floride ne soit plus jamais un swing state si les choses continuent ainsi. Le deuxième élément, et on l'oublie souvent parce que vu de France, on voit l'Amérique latine, surtout avec le Brésil et l'Argentine, mais aujourd'hui, le deuxième pays démographique en Amérique du Sud, ce n'est pas l'Argentine, c'est la Colombie. La Colombie devient d'une importance significative et il serait bon d'ailleurs que nos entreprises françaises se rendent compte que c'est un marché extrêmement important pour elles, la Colombie. Troisième élément, alors c'est surtout au Chili
pour citer quelques exemples. Au Chili, c'est vrai que l'arrivée des Vénézuéliens n'a pas été très appréciée par la population. Donc il y a eu quand même une certaine, alors ce qu'il faut dire, xénophobie, je ne sais pas très bien comment il faut la prononcer, mais toujours est-il que clairement, dans les derniers résultats électoraux des élections qui se sont déroulées au Chili, le mécontentement des Chiliens vis-à-vis qui jugeait insuffisant le contrôle des frontières du Chili et donc l'arrivée d'immigrants vénézuéliens est un élément qui a joué dans les votes qui se sont déroulés. Donc voilà quelques effets géopolitiques. Je voudrais quand même citer l'Espagne. Pour l'Espagne, cette immigration vénézuélienne est plutôt un avantage à mon sens, dans la mesure où l'Espagne a depuis des années une très faible fécondité, une fécondité démographique, avec une population active qui diminue, et donc un besoin de main-d'œuvre. Et donc cette immigration, qui est une immigration d'âge actif, est plutôt un atout économique pour l'Espagne. Alors un atout économique que l'on voit, si vous voulez, à travers cette courbe. Alors il faut regarder la courbe la plus basse. Vous voyez très bien que même s'il y avait une immigration vénézuélienne en Espagne déjà dans les années 70, 80, 90, 2000, on voit bien la montée du nombre d'étrangers au Venezuela au cours de ces dernières années, qui est très significative et qui a dépassé d'ailleurs l'immigration d'autres pays. L'autre élément intéressant à noter, c'est qu'il est toujours important dans le phénomène diasporique de rappeler que l'immigration crée l'immigration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une diaspora qui est installée dans une région, elle peut servir de comité d'accueil pour d'autres immigrants originaires du même pays. Et concernant l'Espagne, eh bien, je vous invite simplement à regarder cette carte et vous verrez qu'il y a effectivement une région d'Espagne où la nationalité la plus représentée dans la population étrangère, c'est le Venezuela. C'est donc la région complètement au nord-ouest de l'Espagne. C'est la couleur verte. Non, c'est l'orange. C'est la couleur orange que vous voyez. Donc c'est la Corogne, hein, Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est peut-être plus connu autour de la table, je ne sais pas. Donc là, toute une partie de la Galice. Hein, donc vous voyez l'importance quand même de cette diaspora, puisque dans au moins 7 régions espagnoles, eh bien, elle est la principale population étrangère. Alors, pour conclure, je voudrais évoquer quelques réflexions. La première, c'est que, en général, beaucoup de diasporas sont durables. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes finissent, si vous voulez, par s'installer dans leur pays de résidence, et même s'ils gardent des attaches avec leur pays d'origine, ce n'est souvent qu'une partie qui souhaite y revenir à tel ou tel moment. Ou bien il y a l'intention de revenir, et puis finalement cette intention s'oublie, et s'oublie souvent au fil des générations. Et donc il faut considérer que les 7,7 millions de Vénézuéliens qui sont à l'étranger, quelles que soient les politiques conduites par le Venezuela, il est peu probable qu'ils reviennent au Venezuela, sauf s'ils sont dans des pays où il y aurait des crises encore plus graves que celles qu'ils ont connues ces dernières années. Cette diaspora, donc, à mon sens, et c'est la suite de ce que je viens de dire, elle est quand même peut-être plus importante pour les pays de résidence que pour les pays d'origine. D'un point de vue politique, même s'il ne faut pas généraliser, on voit bien qu'un certain nombre de diasporas ont un rôle assez mineur vis-à-vis de leur pays d'origine, qu'il s'agisse de la diaspora cubaine aux États-Unis, de la diaspora algérienne en France, par exemple. Donc il est fort probable que ces personnes finissent par être naturalisées, certaines le sont déjà d'ailleurs, dans leur pays de résidence et deviennent donc des citoyens électeurs dans leur pays de résidence, et donc ils aient un rôle plus grand à cet égard, rôle qui peut avoir des effets géopolitiques, notamment dans les relations entre le Venezuela et ses pays de résidence. Donc, en conclusion, il me semble que
le régime qui est en place au Venezuela est sans doute un régime durable, durable parce qu'il a su avoir un certain nombre d'appuis internationaux, parce qu'il continue de bénéficier d'une rente pétrolière, mais que finalement cette immigration massive a joué un peu comme une sorte de soupape qui sans doute finalement lui a été favorable, même si cette immigration lui est défavorable au niveau des ressources humaines et de la qualité des personnes qui ont quitté le pays. Merci de votre attention.